Bonsoir, le journal de TV78 pour faire le tour de l'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce mercredi 27 mai. Cela fait partie de la stratégie de déconfinement, augmenter considérablement le nombre de tests à la Covid-19. Reportage au laboratoire de Montigny-le-Bretonneux qui, après 16 heures, accueille des personnes présentant des symptômes du virus pour des dépistages. Cette semaine, pour améliorer le secteur, le gouvernement a donné lundi le coup d'envoi du Ségur de la santé en pleine crise sanitaire. Qu'en attend le monde médical? Élément de réponse avec le professeur Philippe Rousselot, chef de service à l'hôpital Mignot du Chesnay-Rocancourt. Et c'est sans doute l'effet direct de 2 mois de confinement. Les demandes de maisons avec jardin ont explosé ces dernières semaines. La tendance s'observe également dans les Yvelines par les professionnels de l'immobilier. Avant de développer ces titres, les annonces du ministre de l'Intérieur aujourd'hui concernant le deuxième tour des élections municipales. Christophe Castaner a précisé certaines modalités du scrutin prévu le 28 juin prochain. Le dépôt des listes des candidats devra s'effectuer du vendredi 29 mai au mardi 2 juin. La campagne officielle, elle, s'ouvrira le lundi 15 juin, soit 2 semaines avant le passage aux urnes. Dans les Yvelines, les électeurs d'une quarantaine de communes sont convoqués pour choisir leur maire et leurs conseillers municipaux. Et depuis le début du déconfinement, la demande de dépistage du coronavirus a largement augmenté. Dans le même temps, le nombre de personnes positives détectées semble diminuer. C'est ce qu'observe en tout cas le laboratoire de Montigny-le-Bretonneux où des tests sont effectués chaque jour. Le reportage de Manon Varaldo et d'Aurélie Ronze. À 16 heures, le laboratoire ferme ses portes pour accueillir les personnes présentant des symptômes évocateurs du Covid-19 et ainsi éviter le contact avec la patientèle habituelle. Ces personnes peuvent bénéficier d'un dépistage par test PCR par voie nasale. Le test est assez rapide en soi puisque c'est un prélèvement dans les 2 narines. On introduit un écouvillon assez fin jusqu'au nasopharynx, donc ça va assez loin. Et voilà, donc le test dure quelques minutes. Chaque jour, une vingtaine de personnes est testée dans ce laboratoire. De retour d'un séjour à l'étranger, cette patiente souffre d'une dégradation de son état respiratoire. J'ai fait un voyage en République dominicaine au mois de mars et les premiers signes de toux sont arrivés à mon retour. Pour effectuer le dépistage du coronavirus, il ne faut en aucun cas se rendre directement dans le laboratoire de biologie. Le rendez-vous se prend au préalable par email afin d'éviter tout document susceptible d'être contaminé. Le virus peut donner une palette de symptômes très variés. Des enflures qui ne sont pas vraiment reconnues comme un symptôme courant, mais chez les personnes jeunes, ça a été pas mal observé par les dermatos. Même si c'est pas garanti, à côté de ça, j'avais un peu de mal de tête, un peu de température. Les personnes identifiées comme cas contact peuvent également se faire dépister, c'est le cas de cette mère de famille. Les symptômes qu'ils ont eus fièvre, vomissement, courbature. Marley, je vais te faire un petit prélèvement dans les 2 narines. Le test est facile à effectuer, non invasif mais désagréable pour le patient car un peu douloureux. Ça, par contre, je pense que tu vas essayer de le. Les résultats sont communiqués dans les 24 heures. En attendant, le médecin préconise de rester à son domicile. Tendance donc à la baisse observée dans ce laboratoire, même si dans les Yvelines, les derniers chiffres sont plutôt à la hausse. Si l'on regarde les données de Santé publique France, 487 personnes sont décédées du coronavirus dans le département, soit 8 victimes supplémentaires en 24 heures. Le nombre d'hospitalisations est également en légère augmentation. 595 patients étaient hospitalisés sur le territoire ce mardi. Les réanimations, elles, baissent et s'établissent désormais à 38. Depuis le début de la crise sanitaire, 1861 personnes ont été guéries après un passage à l'hôpital dans les Yvelines. Quelle est la situation si l'on place maintenant le curseur plus spécifiquement à l'hôpital André Mignot du Chesnay-Rocancourt? L'occasion aussi de voir quelles sont les attentes du monde médical sur place concernant le Ségur de la santé. Je vous le disais dans les titres, il a été lancé lundi par le gouvernement. L'entretien est mené par Marilène Yapichino. Le 25 mai dernier, le président de la République promettait un plan massif d'investissement et de revalorisation à l'issue de la crise sanitaire. Ce lundi 25 mai, 2 mois pile après cette annonce, le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur lançaient ce qu'ils appellent le Ségur de la santé avec 300 acteurs du monde de la santé. Nous sommes en communication avec Philippe Rousselot, chef de service à l'hôpital Mignot au Chesnay-Rocancourt. Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, comment allez-vous et comment avez-vous vécu cette crise à l'hôpital Mignot ? Je vous remercie. Fort heureusement, nous allons tous bien. Comme vous le savez, l'hôpital Mignot a été un hôpital de référent pour le Covid dans les Yvelines, qui a été un département particulièrement touché. Et on a vécu, comme dans beaucoup d'autres endroits, en région parisienne, dans le Grand Est, la saturation du système de santé, mais l'hôpital a tenu bon. Et je crois que ça, c'est vraiment à mettre au crédit de l'ensemble des équipes et de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé dans l'hôpital, avec effectivement un pic au moment le plus fort de l'épidémie, de pratiquement 150 patients hospitalisés pour maladie Covid et de pratiquement 50 patients en réanimation. Et actuellement, quelle est la situation ? Alors actuellement, on a vécu la décrue, comme partout ailleurs, et il y a pratiquement plus de patients hospitalisés pour maladie Covid en médecine, une dizaine tout au plus. Et de la même façon, le nombre de patients en réanimation a beaucoup diminué, moins de 10 actuellement. Et sur ces dernières semaines, on a eu 2 nouveaux patients admis. Donc, il reste encore un fond d'infection virale avec quelques formes graves, mais ce qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu il y a encore 4 semaines. Alors justement, durant le confinement, la population française s'est montrée plutôt solidaire. On se souvient des applaudissements tous les soirs à 20h, les divers dons de blouses, masques et même des repas. Est-ce que vous vous sentez soutenu ? Alors, on s'est beaucoup senti soutenu par la population. C'est vrai que l'ensemble des soignants, que ce soit les gens directement impliqués dans la prise en charge des patients atteints de Covid, comme mes collègues réanimateurs, mes collègues médecins infectiologues, ou que moi, qui étais plutôt en deuxième ligne, qui m'occupais de patients justement qu'il fallait protéger du Covid, on s'est tous sentis très soutenus par ces applaudissements. De même que les personnels soignants, médico-techniques. Je crois que on a pu vivre une grande unité du monde hospitalier à l'issue pendant cette crise. Alors avant cette crise, vous étiez déjà mobilisé à plusieurs reprises pour alerter sur la dégradation de l'hôpital. Vous aviez même menacé de démissionner de vos fonctions administratives. Quelle était la situation ? La situation était celle d'un constat, et en fait d'un constat hérité de plusieurs années, presque une dizaine d'années, et qui était un constat essentiellement de manque budgétaire et de moyens. Ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat était un constat de manque d'attractivité. Donc ces 2 constats, pour nous, donc les soignants qui font partie du collectif interhôpitaux, le CIH, pour nous faisaient poser une menace sur le futur de l'hôpital public. Donc c'était vraiment ça qui était la motivation pour alerter les pouvoirs publics. Et ça passait par des revendications très simples, qui étaient de revaloriser les salaires les plus bas de la fonction publique hospitalière. Ça passait par la décision au niveau de la nation que de rebudgéter correctement les hôpitaux. Ça passait par également une réflexion sur le nombre de lits dans les hôpitaux qui était nécessaire pour assumer certaines missions. Et je pense que ces revendications restent d'actualité et elles ont été quelque part mises en exergue par l'épidémie à Covid-19, mais finalement, le constat était déjà là. Alors justement, j'en arrive à aujourd'hui. Cette semaine, le gouvernement a lancé un Ségur de la santé, un mois de concertation avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail et les rémunérations du secteur. Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors on en attend beaucoup. Et on espère que ça soit à la hauteur de nos attentes. Je crois qu'on a tous été très positivement, on a tous reçu très positivement l'annonce d'une revalorisation des salaires, parce que c'était quand même le point de départ de retrouver une certaine attractivité à l'hôpital. Et puis peut-être qu'on est un petit peu déçu de ce qui est en train de se jouer sur la gouvernance. On aimerait bien que le sujet de la gouvernance soit un petit peu plus à l'ordre du jour, parce que derrière les revalorisations salariales, derrière le budget hospitalier, il y a les modes de fonctionnement qui ont été mis en question. Ce qu'on a vécu au moment de la crise du Covid, c'est une grande unité de l'hôpital, mais pas que de l'hôpital, de l'hôpital dans son territoire, des ensembles des acteurs de santé, que ce soit les cliniques qui ont pris des patients, les hôpitaux qui ont pris en charge des urgences, les médecins généralistes qui se sont occupés de la prise en charge des patients à leur domicile, etc., etc. Donc on a vu que le système de santé était capable de s'unifier pour une mission commune qui était apporter une réponse à un besoin de santé. Alors c'est sûr que ça s'est fait au détriment de toutes les autres prises en charge, donc c'était un peu artificiel cette unité, mais elle a quand même eu lieu. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on reste dans cette dynamique unitaire au sein de l'hôpital et des acteurs de santé. C'est-à-dire qu'on retrouve les complémentarités et on sorte de cette politique du cloisonnement qui a été favorisée par trop d'instances, des structures sur d'autres structures, etc., par les trop grandes différenciations entre des métiers qui travaillent en silo
et par également un mode de tarification qui fait qu'on s'est retrouvés tous en concurrence les uns avec les autres. L'hôpital public avec les autres acteurs de soins, mais également au sein de l'hôpital public, les services entre eux. Et tout ça, ça nuit à une synergie qu'on a vu tellement efficace et adaptée face à une situation de crise. Donc retrouver cette synergie, on a aussi parlé des rémunérations, c'est les priorités peut-être qui devraient ressortir de ce Ségur. La rémunération, c'était la revendication numéro 1 du collectif Interhôpitaux et c'est ce qui, de notre point de vue, est la base d'une refondation de l'attractivité de l'hôpital. Mais à côté de ça, même si les gens sont mieux payés, si leur possibilité de faire carrière à l'hôpital, l'évolution de leur métier, qu'ils soient soignants, paramédical, techniciens, médico-techniques, administratifs, n'est pas également pris en compte, je pense que le salaire ne fait pas tout. Donc le salaire, c'est vraiment l'élément, la pierre de base sur lequel on doit bâtir le futur, mais derrière, il y a beaucoup de travail à faire sur la dynamique d'attractivité, l'évolution des métiers, et également faire en sorte que les cloisonnements qui sont très importants dans les différents métiers soient un petit peu moins forts et permettent de meilleures collaborations et de meilleures synergies. Et tout le monde s'y retrouvera. Et tout ça, l'objectif, c'est d'être au service des patients et de répondre à leurs besoins de santé, plutôt que de répondre à des impératifs budgétaires et économiques. Vraiment, on voudrait vraiment se recentrer sur les besoins de santé de la population dont on a la charge. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Merci Philippe Rousselot d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes chef de service à l'hôpital André Mignot au Chénet-Rocancourt. Merci. Dans l'actualité économique, Renault va miser sur son alliance avec Nissan et Mitsubishi pour réduire les coûts. Annonce ce matin du président de la marque aux losanges, Jean-Dominique Sénard. D'après nos confrères du Figaro, les conséquences de ce plan pourraient se traduire par la suppression de 5000 postes en France, soit 10% des effectifs du groupe. 2 sites seraient menacés. L'usine de Flins-sur-Seine, qui emploie 2600 personnes, ne serait pas concernée, mais son activité pourrait évoluer. Le gouvernement, qui pourrait débloquer un plan de soutien de 5 milliards d'euros, attend désormais des garanties de maintien d'emploi par Renault. Les annonces du groupe sont attendues ce vendredi. C'est officiel depuis lundi, SkyWest a été racheté par la Société des Grands Magasins. Le centre commercial de 30 000 m² où l'on retrouve plusieurs enseignes de loisirs et de divertissement est implanté à Montigny-le-Bretonneux, un site vendu par la société Amerson qui reste tout de même propriétaire de l'espace Saint-Quentin, centre commercial attenant. On écoute le directeur des opérations de la Société des Grands Magasins, interrogé par Nicolas Dandry. SkyWest nous a plu par un emplacement. On est dans une zone résidentielle, une zone riche en activités, en bureaux, en entreprises. Donc, on a identifié un vrai potentiel et qui aujourd'hui nous semble sous-exploité parce que le centre, il est rempli à un peu plus de la moitié, il est rempli aux 2/3. Et on sait qu'il y a encore un travail à mener sur ce centre pour exploiter tout son potentiel et qu'on va réellement continuer cette stratégie en s'axant sur le divertissement, sur le loisir et puis renforcer un petit peu aussi l'offre restauration qui accompagnera. Et la configuration se prête parfaitement au loisir avec des grandes cellules disponibles sur les 2 premiers niveaux. Et pour accélérer le remplissage du centre et espérer à horizon 12 à 18 mois le remplir à 100%, on a identifié quelques acteurs et avec 3 ou 4 acteurs qui prendraient des très grosses cellules, on arrivera à remplir l'ensemble du centre. Elle est désormais active. La préfecture des Yvelines a lancé une cellule des soutiens aux entreprises. L'objectif, accompagner les structures en difficulté et veiller à la mobilisation des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire. Activité partielle, remise d'impôts ou encore prêt garanti par l'État, la cellule peut être saisie sur simple demande du responsable de la société ou sur recommandation. C'est un effet peut-être inattendu de 2 mois de confinement. Les Français recherchent aujourd'hui de l'espace. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir une maison avec jardin. Les professionnels de l'immobilier observent en effet un boom des demandes depuis quelques semaines et les Yvelines sont aussi concernées par cet intérêt. Regardez ce sujet de Mélanie Poquet. Voilà un bien qui pourrait devenir encore plus rare, une maison avec jardin. Après 2 mois de confinement, les envies immobilières ont quelque peu changé. Ces agents spécialisés dans les maisons de famille ont reçu des demandes dès la 3e semaine de confinement. Sur le 2e mois de confinement, ça a vraiment été beaucoup plus intensif. Pour vous donner des chiffres concrets, sur la même période l'an dernier, donc le mois de mars et le mois d'avril, on a connu une augmentation de plus 110% de la demande sur des maisons avec jardin dans l'ouest parisien. Le plus important pour les citadins, ça va être d'avoir un espace extérieur, quel qu'il soit, un petit peu de verdure ou même une terrasse.
Plus que le confinement, l'évolution des modes de travail pourrait renforcer cette recherche. Dans les Yvelines, après le 11 mai, moins de 10% des salariés ont réintégré leur entreprise. Ça, c'est une tendance assez générale à avoir une pièce de plus pour les gens qui peuvent se mettre en télétravail. Évidemment, il faut que l'activité qui est la leur permette de le faire, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bureau et qui souhaiteraient avoir un bureau dédié pour pouvoir travailler de manière efficace, à distance. Un boom qui ne pourrait être qu'un effet de mode pour la Fédération nationale de l'immobilier. Entre 67 et 83% des personnes ne changeraient pas leurs envies. Je vois mal quelqu'un qui a son bureau à La Défense, un appartement à Neuilly-sur-Seine, puisque c'est juste à côté, il peut y aller à pied, ou alors à une station de métro, aller acheter une maison à Versailles ou un peu plus loin, pour avoir un jardin. Parce que le gars, comment il va venir ? Cette envie de jardin pourrait se voir arrêtée par un obstacle, le budget. Certains professionnels redoutent que les banques réduisent les prêts aux particuliers. Ce nouvel incendie qui a touché l'entreprise GDE implantée dans la zone portuaire de Limay. La nuit dernière, un feu a été signalé à 23h15 et a nécessité l'intervention de près de 50 sapeurs-pompiers des Yvelines. 50 tonnes de ferraille ont été détruites par les flammes. Le sinistre aurait été causé par une ou plusieurs batteries au lithium. Deuxième incendie en 2 mois pour l'entreprise. Le 15 avril dernier, un incendie sur place avait déjà détruit 1500 tonnes de matériaux. L'entreprise GDE n'est pas un site classé Seveso. Alors que la réouverture des cinémas est espérée début juillet, votre rubrique Dans les salles est devenue Dans vos canapés. Des cinéastes et exploitants des Yvelines vous donnent leur sélection de films à voir directement depuis chez vous. Comme il y a 2 semaines, c'est Jenna Suru, réalisatrice de Chevreuse, qui se prête à l'exercice. Regardez. Alors, un autre film aussi que j'adore, un autre style, c'est un film américain. C'est même d'ailleurs, il y a eu une trilogie, c'est la trilogie des Before Sunrise. Before Sunrise parle d'un Américain, un jeune Américain qui rencontre une Française à Vienne. Et ce que j'aime beaucoup avec ce film aussi, c'est que c'est vraiment comme un rite de passage et une rencontre au voyage. C'est-à-dire ces 2 personnes qui sont tellement différentes l'une de l'autre se retrouvent dans un train et décident de passer la journée ensemble. Et puis de cela arrive une très grande histoire d'amour, une belle rencontre, une belle réflexion aussi sur ce qu'est l'amour, la vie en général. Il a des beaux yeux bleus, de jolies lèvres roses, les cheveux gras. J'adore ça. Et tout ça à travers cette espèce de parcours initiatique d'Anvienne des 2 personnages principaux qui sont interprétés par Julie Delpy et Fan Hawk, qui sont des acteurs vraiment exceptionnels. Et donc j'ai choisi Before Sunrise parce que c'est le premier, mais j'aime aussi beaucoup les 2 suivants puisqu'il y a eu toute une trilogie, Before Sunset qui se passe à Paris et Before Midnight qui se passe en Grèce. It's pretty romantic. If we were meeting for the first time today on a train, would you start talking to me? Would you ask me to get off the train with you? Of course. Et des films que vous pouvez louer ou acheter sur les sites internet du Centre national du cinéma ou de la Cinétech. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.